Et voilà, eh bien, on va passer à notre dernier zoom sur les transitions. C'est évidemment la transition numérique et notamment ces deux lettres. Merci. On appelle tout de suite Mathieu Olivier. Mathieu Olivier, vous êtes directeur transformation et innovation data et IA au groupe La Poste. Bienvenue sur la scène d'Opco EP. La Poste, c'est pas que les camions jaunes, hein, loin de là. Non, c'est beaucoup plus. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, La Poste, c'est beaucoup plus que juste les camions jaunes ou le fait d'attendre son colis alors qu'on avait pris sa journée de télétravail. La Poste, c'est une entreprise qui a 600 ans, qui fait 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 240 000 collaborateurs, qui est présent dans plus de 40 pays. Au-delà de l'activité lettre colis que tout le monde connaît, c'est aussi une activité autour de la banque et de l'assurance avec la Banque Postale et CNP Assurance. C'est également plus de 17 000 points de contact sur le territoire, donc une vraie entreprise de proximité, de lien avec les Français. Et puis également Géopost, qui est notre activité de logistique internationale qui fait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est présent dans effectivement plus de 40 pays. Derrière ces activités-là qu'on va dire et qui sont assez connues, je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes qui ont des enfants qui sont au collège ou au lycée. Oui, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, et globalement ils doivent très certainement utiliser Pronote. Pronote, ça appartient au groupe La Poste et tout ce qui est numérique, c'est un levier de croissance pour les prochaines années pour le groupe La Poste. Vous avez dit le chiffre rapidement. L'ancienneté de La Poste, c'est combien d'années ? 600 ans. 600 ans ? Oui. Ah, je savais 600 ans de transformation au sein du groupe La Poste. 600 ans de transformation à La Poste. Alors, on en vient à cette étude Opco BVA, Opco EP BVA que vous avez écoutée. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, vous, en tant que professionnel, sur toutes les transitions numériques et l'IA ? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à l'intervention de Steve Laney au début, il y a deux manières de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, il y a un certain nombre d'entreprises qui considèrent que les sujets numériques sont importants. Moi, j'ai fait la somme inverse. 44 plus 29% des entreprises qui considèrent que le développement du numérique n'est pas dans leur priorité stratégique. Et ça, en soi, pour moi, c'est réellement important d'avoir cette conscience que il y a déjà un bon nombre d'entreprises qui ne le mettent pas en top priorité. Après, effectivement, il y a une ambivalence derrière avec les grandes entreprises où plus on grandit, plus ça rentre dans l'intérêt. Mais pour les toutes petites entreprises qui représentent la majorité du panel, effectivement, on voit que c'est réellement impactant ce faible intérêt et ce faible positionnement du numérique pour l'avenir. Alors justement, les chiffres. On voit dans cette étude le peu d'importance du développement du numérique dans l'entreprise. 73% des entreprises sondées disent ce n'est pas prioritaire. 44% plus 29%. Ça doit être un signal. Oui, effectivement, c'est un signal. Moi, l'un des chiffres que je mets en regard, c'est il y a environ par jour, on passe 2h40 sur Internet. Par jour. Oui. C'est réellement différent aussi en fonction de l'âge. C'est plus de 4 heures pour les moins de 35 ans et un peu moins en fonction plus l'âge avance. Mais c'est quand même une source d'information très importante pour l'ensemble de nos concitoyens. Et si vous cherchez de l'information, quel est votre premier réflexe ? Vous sortez votre téléphone et vous allez chercher le nom du produit, le nom de l'information sur Internet. C'est l'une des sources d'information importantes. C'est l'une des sources d'information importantes pour une activité. Un coiffeur, un avocat, un notaire, un électricien. On va chercher de l'information sur Internet. Et ça, c'est réellement un vrai sujet où il faut se poser les bonnes questions et se former pour comprendre l'intérêt de rentrer sur cette dynamique-là. Autre point, on a vu dans l'enquête que seulement une entreprise sur 5 applique le RGPD, considéré comme priorité quand même pour une entreprise sur 5. Là, vous mettez un gros warning, c'est très très dangereux de ne pas faire attention à ça. Effectivement, le sujet, c'est le cadre réglementaire dans lequel on utilise le numérique, la data, l'IA. Moi, j'ai souvent coutume de dire que quand on parle d'IA générative, d'IA, machine learning, big data, à chaque fois, il faut bien voir le sujet comme les deux faces d'une même pièce. Il y avait une pub qui disait pas de bras, pas de chocolat, pas de data, pas d'IA. Donc derrière, derrière la question, c'est
quel est le cadre réglementaire qui s'applique sur les données que vous manipulez. Et ce cadre-là, le premier sur les données à caractère personnel des clients et des collaborateurs, c'est le RGPD qui a été assez fondateur sur le cadre de protection. On avait déjà la CNIL, mais là c'est un cran au-dessus. Et puis maintenant, c'est le RIA. Le RIA, il y a quelqu'un qui intervient sur le sujet qui dit vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer le RIA. Alors ça veut dire quoi, RIA? Le RIA, c'est le règlement pour l'IA, c'est de nouveau un règlement européen qui s'impose à nous, et c'est 7% du chiffre d'affaires, jusqu'à 7% du chiffre d'affaires en amende ou 35 millions d'euros. Donc c'est réellement super impactant et pour des entreprises, surtout pour des entreprises de petite taille. Après, la CNIL qui va être l'un des acteurs de la mise en œuvre de ce règlement. Pour les petites entreprises, fera attention, très certainement, il faut s'y attendre comme il l'a fait pour le RGPD. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a plein de sujets d'usage de l'IA qu'on ne va plus pouvoir faire. Monsieur Muret, par exemple, parlait tout à l'heure, ou vous parliez tout à l'heure qu'on fait de la data et de l'IA sans s'en rendre compte. Vous prenez une application de fiche de paye ou de notes de frais, surtout, vous prenez en photo, ça vous récupère le nom, la TVA, et ça vous remplit tout ça. Ça, c'est déjà de l'IA. Vous utilisez votre GPS, c'est déjà de l'IA, donc vous en faites déjà sans vous rendre compte. Et puis, vous pouvez avoir des entreprises qui vous disent « c'est génial, on va faire du recrutement algorithmique ». Parce que vous allez mettre ce que vous voulez comme... ce que vous voulez comme profil, et derrière, en fonction de la typologie d'algorithme qu'il y a derrière, il y en a certains qui sont interdits. Et si ces entreprises qui ont pignon sur rue mais qui sont internationales, qui n'appliquent pas le RIA, en réalité c'est pour la personne qui met en œuvre que le RIA est obligatoire. C'est pas pour l'éditeur logiciel. Donc là il y a une vraie question de se former, s'acculturer, comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et la CNIL, elle peut nous aider, on peut se renseigner La CNIL commence à se renseigner. Il y a un framework de globalement l'ensemble des acteurs de la conformité au RIA qui vient de sortir il y a une dizaine de jours, avec la DGCCRF, la CNIL comme acteur et plus d'une douzaine d'acteurs qui sont là aussi pour accompagner. Alors, parlons de la formation qui n'est pas une priorité en fait d'après l'étude. Une entreprise sur 4 met ses compétences dans la case à développer, un petit peu plus tard, quoi. Exactement. Avec un sujet qui m'a marqué sur les réseaux sociaux, où effectivement, on ne voyait pas forcément les réseaux sociaux apparaître, et on se posait des questions sur quand on lit l'étude, on a le droit de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on voit derrière le numérique, qu'est-ce qu'on voit se former sur la présence numérique avec la présence sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai sujet de comprendre comment ça fonctionne. Je reprends mon exemple, quand on cherche de l'information, on va chercher de l'information sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est la première source d'information des jeunes. Et derrière, mon leitmotiv, vous l'aurez compris, et puis ça tombe à propos auprès d'un OPCO, c'est se former, s'acculturer, prendre connaissance de l'ensemble des enjeux qui existent. Et si je donne deux actions concrètes, une action concrète que fait le groupe La Poste, on est partenaire des Cafés de l'IA. Et donc les Cafés de l'IA, c'est une initiative du ministère des Finances pour acculturer l'ensemble de la population aux enjeux de l'IA, et ça s'inscrit dans un plan plus global qui s'appelle Oser l'IA, dont La Poste est ambassadeur, et il y a un volet formation qui est porté par Clara Chapaz et Astrid Pagnossian, qui a été signé à La Poste fin juillet, qui vise à acculturer l'ensemble des collaborateurs des entreprises aux enjeux de l'IA. Alors c'est 100% pour les grandes entreprises, 80% pour les PME et 50% des TPE. Donc c'est déjà assez ambitieux, mais c'est le vrai nerf de la guerre de comprendre ce qu'est la data, ce qu'est l'IA, s'acculturer, comprendre, différencier les mythes des réalités, et pas se dire que tout est automagique comme peut le faire penser ChatGPT, même s'il y a des choses qui sont assez bluffantes. Est-ce qu'il existe des diagnostics qu'on peut utiliser pour savoir où en est mon entreprise dans le numérique et l'IA ? Alors, un DPE du numérique. Il y a plusieurs éléments de réponse à ça. La Poste, on est en train de travailler sur une offre qui est similaire à ce diagnostic. Et puis la BPI a également a des diagnostics, alors plutôt pour les PME, de maturité et d'identification de cas d'usage et de comment se transformer par l'IA.
Alors, comment intégrer l'IA dans ma petite entreprise? Chacun y va de sa propre IA. Je cite là aussi des remontées des ateliers faits par BVA. C'est voilà, quelqu'un qui nous dit les défis, c'est surtout l'IA. Je ne veux pas que chacun dans son coin utilise, oui, c'est vrai, une IA différente. Pour moi, c'est un vrai problème. Il faut sensibiliser et il faut que personne n'utilise l'IA sans être formé. C'est ce que dit cet entrepreneur d'Île-de-France. C'est un vrai sujet de maîtriser toutes les IA. Je parlais du RIA, effectivement, il y a un contexte réglementaire. Et puis, ces petites choses-là, ça coûte cher. Ça coûte vite très cher et donc il faut maîtriser et il faut éviter que chacun parte dans son coin. Je prends l'exemple du groupe La Poste. Nous, on a sur l'IA générative, on a plus de 90 initiatives d'IA générative et on cherche à mutualiser tout ce qui est mutualisable, que ce soit des dépenses, des infrastructures technologiques, mais également des éléments de formation. On a créé, pour éviter qu'il y ait des informations qui partent dans la nature et que tout le monde utilise soit ChatGPT, soit Gemini, soit Grok, on a créé notre propre GPT interne qui permet d'avoir une source d'IA générative officielle au sein du groupe. Alors, tout à l'heure, vous disiez pas d'IA sans data, c'est ça? Vous êtes un spécialiste des données. Finalement, est-ce que c'est un trésor sur lequel les entreprises sont, mais ne le savent pas vraiment? Moi, ma vision, c'est qu'on a plein de données, on ne sait pas forcément comment les utiliser. Et un côté positif, là j'ai été très potentiellement inquiétant, mais un côté positif de l'IA générative, c'est que ça donne accès à des capacités d'analyse de données. Je suis statisticien public de formation et donc j'ai traité des données comme les données de l'enquête BVA qui étaient présentées juste avant. Et grâce à l'IA générative, j'ai pu retrouver des capacités d'analyse et des moyens d'analyser des données que je n'avais pas pratiqué depuis plus de 15 ans. Et globalement, la question est de se dire, mais moi en tant qu'entrepreneur, moi en tant que professionnel, quelles sont les données que je manipule au jour le jour et qu'est-ce que je peux en faire? Et ça, là, l'IA générative peut être une première source d'éclairage et de se dire, voilà, avec ces données-là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelle analyse tu pourrais faire? Et ça permet d'avoir déjà s'éclairer, de s'ouvrir l'esprit. Et puis, si les données ne sont pas trop sensibles, on peut même aller jusqu'à les mettre dans un moteur d'IA génératif pour avoir des premières tendances, des premières analyses. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, mais ça permet déjà d'éclairer certains éléments. Alors, on a beaucoup parlé de l'IA, on va quand même faire une parenthèse sur les réseaux sociaux classiques, c'est presque moyenâgeux maintenant, les réseaux sociaux. Dans l'atelier de BVA Opco EP, il y a cette personne qui dit Facebook, ce n'est plus trop à la mode, c'est vrai, en tout cas, ça touche une certaine catégorie de personnes d'un certain âge. Il faudrait que l'on se mette tous sur Instagram, par exemple. Pour l'instant, on n'est pas du tout à l'aise, on n'a pas de compte Instagram, c'est ce que dit cette entreprise des services à la personne de Bretagne. Vous pourriez nous faire un rapide panorama de tous les réseaux sociaux intéressants, notamment pour les entreprises de proximité? Alors, moi, c'est pas forcément ma spécialité, mais j'en connais quelques-uns. Le sujet, c'est le mix. C'est arriver à être présent sur les différents réseaux sociaux qui vont toucher sa cible pour être capable d'avoir une communication qui soit claire et qui soit percutante. Je reprends l'exemple de vous cherchez de l'information, vous sortez votre téléphone. La question, c'est comment est-ce qu'on est référencé? Alors, il peut y avoir les sites internet, il peut y avoir aussi les réseaux sociaux à focuser en fonction de la catégorie d'âge. Effectivement, Facebook, c'est plutôt des personnes de plus de 40 ans qui restent présentes. Et puis Instagram, c'est moins de 40 ans. TikTok pour les très jeunes. Il y a également aussi la présence sur tous les outils de référencement au-delà de juste le site internet. Déjà, avoir une page sur Google My Business qui est un écosystème qui permet d'être référencé en tant qu'entreprise et de commencer à avoir des étoiles, qui est le premier juge de paix pour pas mal de clients. Ça, faut pas négliger. Les fiches Google, c'est très important. C'est très important et c'est réellement au-delà de Google, c'est la présence au global. C'est arriver à avoir une certaine présence. Si je devais caricaturer, si on n'arrive pas à avoir une présence sur Internet, dans certains pans de l'activité, on n'existe pas. Parce que si on peut éclairer la salle 3 secondes, qui quand il a besoin d'une information, va sur Internet? Si on lève la main. J'espère que toutes les mains vont se lever quand même. Voilà, il y a beaucoup de mains qui se lèvent et voilà, donc c'est pour éclairer ce propos qu'effectivement, il y a réellement besoin d'avoir une présence sur Internet. Après, il faut se former pour savoir quelle présence, pour qu'elle soit à bon escient, pour qu'elle soit percutante, mais c'est réellement super important. Je vais prendre quelques exemples.
pour illustrer quelle forme ça peut prendre. Là, si vous regardez sur Twitch, il y a des coiffeuses ou des maquilleuses qui commencent à donner des cours de maquillage en ligne. Faire des lives pour expliquer voilà comment je me maquille, voilà comment on peut se coiffer toute seule. C'est une nouvelle activité. Et ça leur fait du business derrière. Et ça leur fait du business parce que derrière, elles vendent. Elles vendent alors c'est pas à vendre parce qu'elles vont chercher ce qu'on appelle des donations. Donc c'est des personnes qui vont dire ouais c'est génial comme contenu donc ils vont payer. Et donc c'est une nouvelle source de revenus. Ça leur donne de la visibilité. Donc s'il y a des personnes qui veulent venir se faire coiffer, elles vont préférer ce salon-là parce qu'elles l'ont vu, elles ont déjà créé un lien. Vous pouvez aussi, il y a un sujet aussi de référencement. C'est un exemple personnel. Je cherche un robot tondeuse. Je vais sur ChatGPT, fais-moi un classement de l'ensemble des meilleurs robots tondeuses. Là, il commence à me sortir des fiches d'informations. Il me sort des fiches d'informations et il me les catégorise et je suis capable d'interagir avec l'IA générative pour réellement lui mettre l'ensemble de mes contraintes et il a les référencements avec des liens directs chez des vendeurs. Et donc chez des personnes qui font de la revente. Donc ça, c'est mieux Google, quoi, en fait, ce que vous nous dites. C'est différent de Google. C'est différent. Et c'est ce pourquoi Google a réellement investi massivement dans l'IA générative et dans le Gemini, parce que la plupart de leurs revenus, ça vient du search, donc des AdWords qui sont payés. Globalement, ils ont vu baisser ces revenus-là au profit d'acteurs comme OpenAI qui commencent à... Ils ne le monétisent pas encore, mais ça va arriver. Et donc il y aura une vraie question de comment est-ce qu'ils vont monétiser cette nouvelle audience. Donc vous nous dites que les bannières publicitaires Google sont moins efficaces en ce moment, ont moins visibles. Moins visibles, intéressant. D'autres exemples je pense les fiches que TikTok, vous m'avez parlé de The Fork pour la fourchette. The Fork, c'est la même chose. Je parlais de la robot tondeuse, c'est la même chose. Vous allez vous demandez à ChatGPT ou à Gemini de vous trouver le meilleur restaurant pour fêter vos 15 ans de mariage. Et à telle adresse ou à côté de telle adresse, il va lancer quelque chose qui sera crédible et vous ressortira directement des fiches, soit The Fork ou du restaurant ou des liens vers le restaurant. Donc derrière, ça ouvre un autre champ de référencement de comment être présent dans ces nouvelles sources d'information de nos concitoyens. Voilà pour l'essentiel. Vous voulez bien qu'on passe aux questions-réponses ? Avec plaisir. On en a pas mal là aussi, ça passionne vos propos. Tout d'abord, l'utilisation accrue de l'IA générative par les ados ne contribue-t-elle pas davantage à l'illettrisme ? Ça fait écho au sujet précédent. Au sujet d'avant. Ma question, c'est surtout sur l'IA générative. Ce qu'on essaye de faire au sein du groupe La Poste, c'est d'acculturer un esprit critique à l'usage de ces outils. Comme je dis, c'est pas automagique. On dit souvent que l'IA générative, c'est un perroquet stochastique, donc il va répondre ce qui est le plus probable, et ce qui a le plus de sens mathématiquement parlant. Donc le vrai sujet, c'est d'avoir un esprit critique. Et ça se voit effectivement chez les plus jeunes. Un exemple personnel avec quelques ados qui sont dans mon cercle familial, qui disent c'est génial l'IA générative, ça me permet de faire mon devoir. Par exemple, en l'occurrence, c'était quels sont les dieux grecs et les dieux romains pour remplir un tableau à trous pour remplir ces dieux-là. Il prend la photo et ChatGPT lui remplit tout ça. C'est pas la même chose que d'aller ouvrir un livre de la mythologie et d'aller faire la recherche. Et là, je pense qu'il y a un vrai rôle des parents, au-delà de l'école, d'apprendre ce que c'est de faire une recherche. Parce que dans l'école, ils essayent d'apprendre ce qu'est une recherche, mais les parents doivent aussi être présents pour montrer à quoi ça ressemble d'avoir un esprit critique et de ne pas tout prendre aussi simplement que ce que peut le donner l'IA générative. Une autre question qui fait référence à notre expert encore d'avant. L'IA est-elle compatible avec la transition écologique ? C'est une très bonne question. Nous, par exemple, sur La Poste GPT, on monitore l'impact carbone de l'ensemble des requêtes qui sont faites et prochainement, ça sera affiché à l'ensemble des utilisateurs. Au-delà du coût de la requête, on est capable de monitorer quel est l'impact carbone, l'équivalent CO2 d'une requête et d'une question à La Poste GPT, qui est notre outil interne. Ça veut dire que je pose ma question et je vois à côté le CO2 Exactement. C'est pour donner une vision de l'impact de l'IA
générative, avec il faut avoir en tête que par rapport à tout ce qui est PC, tout ce qui est Green IT, qui sont les autres enjeux, l'IA générative, oui, c'est important, oui, c'est très consommateur, mais le ratio est de 1 pour 10 à 1%. Donc, c'est pas directement... Il y a un sujet d'avoir un usage éthique de ces IA, mais ce n'est pas forcément l'une des dimensions principales. Alors, vous nous avez fait peur apparemment avec le RIA. Est-ce que vous pourriez bien préciser ce que c'est, les amendes encourues, et est-ce que ça concerne les petites entreprises ? Alors ça concerne tout le monde. Le premier niveau de mise en œuvre date du 2 ou 3 août de cette année. Ouais. C'est par taille d'entreprise ? Non, c'est au niveau de ce qu'on appelle les IA interdites. Donc les IA interdites, c'est tout ce qui est usage d'IA pour de la biométrie, pour du fichage politique, pour de ce qu'on appelle du nudge d'OPA de l'IA. Le nudge, c'est les petites incitations que vous ne pouvez pas forcément percevoir, mais qui vont être... qui vont vous orienter dans une décision. L'un des exemples typiques du nudge qui va devenir interdit, c'est donner l'impression que sur l'écran de son téléphone, il y a un cheveu. Alors c'est juste un dessin qui est fait, mais qui est très bien fait, et ça donne l'impression qu'il y a un cheveu, et en faisant ça, vous swipez pour enlever le cheveu, et ça vous fait valider les conditions générales, par exemple, sans les avoir lues. Et donc ça, c'est du nudge que certains sites faisaient. Et donc ça, vous prenez du nudge, et vous le dopez à l'IA. C'est encore plus violent, et donc ça c'est de l'IA qui va être interdite. Il y a également tout ce qui est recrutement algorithmique, je veux dire plus. Ça rentre effectivement aussi dans le cadre interdit. Si par exemple vous avez une solution où vous mettez une offre d'emploi et vous laissez l'algorithme choisir réellement à qui vous allez proposer sans avoir un regard humain, ça c'est interdit. Puis derrière, ça met des nouvelles obligations de monitoring en fonction du risque que fait porter l'IA. Bon, faites attention au nudge et à vos cheveux sur l'écran réel cette fois-ci. Exactement. Autre question, comment pouvons-nous garantir que les datas privées ou confidentielles injectées dans l'IA générative ne soient pas utilisées ensuite en open data ? Alors ça c'est une vraie question. Je vais répondre pour le groupe La Poste. Nous on a une approche qui est très hybride pour les données qui sont sensibles. Ça tourne dans nos environnements personnels, donc dans nos data centers. Pour les données qui sont moins sensibles, ça tourne au sein de souscriptions dans du cloud public, mais sur nos souscriptions. Donc on a une protection contractuelle qui garantit que c'est dans nos environnements à nous que l'on maîtrise, hébergé en France, même si c'est chez un grand cloud provider. Le vrai sujet pour des entreprises qui n'ont pas la taille critique pour avoir leur propre data center, c'est la protection juridique du contrat qui va lier l'entreprise au cloud provider. Et donc derrière aussi une expertise sur le cloud et sur l'IA pour le mobiliser. Ce matin, dans nos débats, on a beaucoup parlé de la lutte contre la fraude. Quels usages effectifs de l'IA dans la lutte contre la fraude au sein du groupe La Poste ? Je ne vais pas pouvoir m'étendre sur le sujet ici. Secret défense ? Non, mais c'est un sujet sensible, comme vous pouvez vous en doutez. C'est vrai que ce matin, on s'est posé beaucoup de questions sur les formations, vérifier, les financements, la fraude. Tout ça, ça passe par l'informatique, les plateformes. Comment on fait ? Il y a plein de choses qui sont faisables et on pourra en parler en plus petit comité. Mais la data et l'IA dans la lutte contre la fraude, oui, c'est un vrai sujet. Et oui, ça marche. Pour l'avoir fait dans une précédente vie, quand j'étais chez Pôle emploi, ça marche réellement très bien. On prend une dernière question, beaucoup plus sympa. Je vais prendre un café IA. Vous avez parlé des cafés IA. Je vais où ? Où est-ce que je trouve les adresses ? Alors, j'ai plus le site en tête. Ça doit être caféia.fr où vous avez. Ça recense l'ensemble des cafés IA qui sont disponibles. Et on aura bientôt un agenda qui mettra à disposition tous les cafés IA qui se tiendront dans des sites de La Poste. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde, tous les Français. Il y a combien de millions de Français d'ailleurs que vous allez former ? Alors, ça, c'est les cafés IA, c'est pas une initiative de La Poste, c'est une initiative auquel La Poste participe et qui est portée par Gilles Babinet en lien avec le ministère des Finances. J'aurais plus le chiffre en tête mais c'est plusieurs millions, exactement. Merci beaucoup pour ces explications très intéressantes, Mathieu Olivier du groupe La Poste.